est live. Bonjour et bienvenue dans cette émission Zéro, une toute nouvelle série d'émissions qui s'intitule On fait quoi maintenant? Et vous avez en face de vous quelques-uns des animateurs qui animeront cette série. Donc, une des caractéristiques de cette série, c'est que vous ne verrez pas à chaque fois Chloé, Jean-Jacques, Essam, Jérémy ou Johan. Vous aurez d'autres personnes que vous verrez effectivement au fil des épisodes, mais aujourd'hui, nous vous présentons cette série, cette nouvelle série qui a été, je dirais, un peu déclenchée par les circonstances que nous vivons. Et j'aurai l'occasion dans quelques instants de vous présenter, je dirais, l'esprit dans lequel nous allons animer ces différentes émissions. Voilà. Alors, simplement, je voudrais donner la parole à mes camarades juste pour dire bonjour. On ne va pas faire une grande introduction comme on le faisait dans l'info en question, mais juste faire entendre sa voix. Alors, Chloé, coucou honneur tout aux le monde. dames. Oui, je connais cette galanterie télévisuelle maintenant. Bonjour à tous ceux qui nous regardent et à mes camarades. Bonjour Jean-Jacques, Aïssam, Jérémy et Johan. C'est vrai que je suis très contente d'être parmi vous pour cette émission Zéro qui s'est improvisée comme on les aime, c'est-à-dire à l'arrache. Et on est là donc pour donner des pistes de solutions, des actions, des choses à mettre en œuvre. On se contente pas de constater ici, on agit. Donc voilà, je vous laisse la parole. En tout cas, je me réjouis d'être avec vous pour cette heure aujourd'hui, dimanche de Pâques. Joyeuse Pâques à tout le monde d'ailleurs. Ok, écoutez, bonjour, moi c'est Jérémy Mercier. Vous m'avez peut-être déjà vu avec Johan, avec Aïssam, avec Chloé, pas encore avec Jean-Jacques. Donc voilà, c'est une première avec Jean-Jacques que je salue. Écoutez, je suis ravi d'introduire en tout cas cette première émission, cette émission Zéro plutôt. Et moi, je vous retrouverai dans 2 ou 3 émissions prochainement sur des sujets qui veulent donner des pistes pour passer à l'action et pas juste attendre que les choses se passent alors que tout paraît s'effondrer, tout paraît de plus en plus flou, mais il faut pourtant malgré tout agir. Donc on parlera de ça prochainement ensemble. Eh bien, j'enchaîne. Moi aussi, je suis super heureux de vous retrouver. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas forcément fait d'émission de ce type-là. Et c'est vrai que désormais, c'est d'où l'intitulé de l'émission. Il s'agit d'être plutôt actif plutôt que de dénoncer, donc de passer à l'action et d'être donc dans une démarche de synergie entre nous tous individuellement, mais également collectivement, donc avec les collectifs. Et c'est de là vraiment qu'est née cette initiative d'émission, cette proposition de se dire on fait quoi maintenant. Et c'est assez cocasse parce que Johan avait déjà fait une émission qui se dénommait On fait quoi maintenant, où il m'avait invité d'ailleurs il y a bien 1 an et demi je pense, et moi-même j'avais fait une émission qui s'appelait Et maintenant on fait quoi. C'était une émission d'intérêt national au moment des élections, pseudo-élections pestilentielles je dirais, et donc voilà, on dirait qu'on se retrouve désormais, on est bien d'accord sur le fait qu'il nous faut passer à l'action et il faut le faire ensemble. Donc, très, très heureux d'être avec vous, messieurs, dames, et bienvenue à chacun et à chacune. Mais bonsoir tout le monde. Ça me fait super plaisir d'être avec vous pour cette nouvelle série d'émissions. Donc ce soir, c'est l'émission de lancement et on va avoir pas mal d'émissions qui vont suivre. Donc je pense que chacun d'entre nous animera plusieurs d'entre elles. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, voilà, comme Jean-Jacques et comme vous l'avez dit précédemment, l'idée aujourd'hui, c'est de passer un petit peu à autre chose que la réinformation, parce que je pense qu'on a fait le tour au niveau de la réinformation. L'idée, c'est d'essayer de voir un petit peu comment on peut s'organiser pour trouver des solutions ensemble et puis comment amener un petit peu tout le monde à se responsabiliser et à aller vers l'autonomie en fait, parce que c'est un petit peu l'autonomie qui nous permettra de nous émanciper de ce système au final esclavagiste, on peut le dire, et en étant dépendant de ce système, au final, on est esclave. Donc voilà, l'idée de ces émissions, ça va être de comprendre un petit peu les outils du système et puis essayer de comprendre, d'avoir les outils de compréhension pour pouvoir s'en protéger et aller vers autre chose et construire autre chose, quoi.
Voilà. Alors, notre animateur principal, Jean-Jacques, c'est à toi. Mon cher, je crois qu'il a des petits problèmes de connexion. Il est au fin fond de la campagne. Il n'entend pas toujours notre son, Jean-Jacques. Vous voyez, on est en direct. Ça, c'est des aléas du direct. Bon, alors, je ne vous cache pas que j'ai des problèmes de connexion, c'est-à-dire que apparemment vous m'entendez, mais moi, je n'entends pas mes camarades, alors que hors antenne, je les entendais très bien. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la diffusion. Donc, je vais essayer de faire mon introduction, en tout cas l'introduction que je vous avais préparée. Parce que cette émission, je dirais, une des réflexions que nous nous sommes faites au niveau du groupe que nous avons constitué, c'est que nous sommes dans un monde qui marche sur la tête, où nous avons énormément d'inversions de valeurs. Nous avons vraiment un monde qui marche vraiment à l'envers. Et dans une des réunions de préparation, je faisais comme réflexion de dire, c'est quand même extraordinaire. Prenez l'exemple de Didier Raoul, médecin, spécialiste en infectiologie, directeur de l'IHU de Marseille, des centaines de publications. Jusqu'en 2020, c'était quelqu'un qui était respecté, qui était reconnu. Depuis 2020, il est considéré comme un paria, comme quelqu'un qui délire et comme quelqu'un qui n'a pas une parole pertinente dans la gestion de cette crise, alors qu'il a passé toute sa vie à étudier les bactéries et les virus. Regardez le professeur Perron, qui lui aussi est médecin, professeur des universités, praticien clinique, qui a été président de la commission des maladies infectieuses de la Haute Autorité de Santé et depuis 2020, considéré lui aussi comme complotiste, viré d'un certain nombre de fonctions, et cet homme n'a quasiment jamais eu voix au chapitre dans les médias mainstream. Regardez Astrid Stuckelberger, qui est spécialiste de la gestion des pandémies et qui a conseillé au sein de l'OMS, au sein de l'ONU, au sein de l'Union européenne, les gouvernements dans la gestion des pandémies depuis des années et des années. Et c'est elle qui, jusqu'il y a quelques années, apprenait aux services de santé publique les gestes et les mesures à prendre en cas de pandémie. Depuis 2020, depuis qu'elle a osé alerter sur le fait que ce n'était pas du tout comme cela qu'on gérait une pandémie, et c'était jamais comme ça qu'on a géré une pandémie, elle aussi se retrouve clouée au pilori, d'autant plus qu'elle a participé au film Hold Up de Pierre Barnérias. Et depuis lors, évidemment, cette femme est également cataloguée comme conspirationniste. On pourrait continuer cette liste très longtemps. Je dirais, on pourrait prendre des personnes peut-être moins prestigieuses, comme Chloé Framery, par exemple. Je pense à elle au hasard, qui était professeur de mathématiques, qui n'a jamais eu de plainte déposée contre elle jusqu'en 2020 dans l'exercice de ses fonctions, et qui maintenant est considérée, elle aussi, comme une paria, comme une complotiste, avec toute une série de qualificatifs qui sont assez peu, je dirais, assez peu vertueux et assez peu élogieux. Prenez Thierry Casasnovas, qui, depuis des années et des années, publie des vidéos, il a des centaines de millions de vues sur sa chaîne YouTube, sans être sponsorisé par le gouvernement.
il a permis à des dizaines de milliers de personnes en séminaire et des millions de personnes à prendre conscience de l'importance de l'alimentation et de l'hygiène de vie dans la gestion de leur santé. Il n'a quasiment jamais eu de plainte de ses propres clients. Par contre, aujourd'hui, il est sous le coup d'une enquête avec une dizaine de chefs d'accusation. Il est déjà condamné par les médias alors que la procédure juridique n'est pas encore commencée. Il se fait traiter de gourou, il se fait traiter de complotiste, etc. etc. Regardez Jean-Jacques Crèvecoeur, qui était considéré comme, jusqu'en 2020 comme un expert des phénomènes de pouvoir et de manipulation, qui était un des experts les mieux notés auprès du patronat français dans l'association Progrès du Management. J'étais un auteur tout à fait respecté et respectable jusqu'en 2020. Depuis 2020, je suis gourou, je suis complotiste, je suis anti-vax, je suis affublé de l'étiquette d'extrême droite et je suis antisémite. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qui sont ces gens qui distribuent les étiquettes comme ça. Eh bien, ce sont des nobody. Ce sont des gens qui n'ont aucune qualification. Je viens de lire... je l'ai ici d'ailleurs, un livre tout à fait intéressant qui s'intitule L'anticonspirationnisme mis à nu à travers l'imposture de Rudi Reichstadt. Et c'est vraiment très intéressant de lire à quel point cet homme qui n'a fait pratiquement aucune étude, selon les occasions, devient le meilleur spécialiste de la virologie, le meilleur spécialiste de la résistance des matériaux lorsqu'il s'agit de parler du 11 septembre. Il est le plus grand spécialiste de la climatologie. Il est le plus grand spécialiste de l'histoire de la géopolitique ukrainienne, etc. Il est le plus grand spécialiste. Enfin, c'est extraordinaire parce que dans ce livre, il y a, je pense, 3 pages qui font état de toutes les spécialités approfondies que dont Rudi Reichstadt se targue. En réalité, le seul argument d'un parasite comme celui-ci, c'est de dire il fait partie de la complosphère, c'est un parasite, etc. Et pour terminer mon introduction, et c'est aussi ce qui a déclenché l'envie de cette émission, c'est de regarder à quel point les choses sont inversées dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que des criminels aujourd'hui reçoivent la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron. On reçoit en grande pompe un acteur médiocre, en l'occurrence Zelensky, qui fricote avec des milices nazies, mais lui est reçu comme en grande pompe, avec tous les honneurs qu'il ne mérite pas. Inversement, quelqu'un comme le professeur Montagnier, qui a osé remettre en question le narratif officiel des gouvernements, lui, lorsqu'il est mort, n'a pas eu droit à rien du tout au niveau d'une éloge funèbre et au niveau de ses funérailles. Donc, je pense aussi que le PDG de Pfizer, si mes souvenirs sont bons, a reçu lui aussi la Légion d'honneur, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est vraiment un monde qui tourne à l'envers. Et je dirais qu'à travers cette émission, j'aurais fini avec mon introduction, on avait envie de remettre les choses à l'endroit parce que les choses vont beaucoup trop loin aujourd'hui dans l'inversion des valeurs. Et je pense qu'il est temps que nous prenions de la hauteur dans notre réflexion pour vraiment comprendre ce qui est à l'œuvre derrière toutes les attaques que nous subissons. Voilà un peu l'introduction que j'avais envie de faire. Je ne sais pas si mes collègues ont envie de réagir avant qu'on passe à la deuxième partie de l'émission. Et j'espère vous entendre cette fois-ci parce que jusqu'à présent, je n'ai rien entendu de ce que vous disiez.
Bah, nous, on t'a bien entendu, Jean-Jacques. Je sais pas si tu m'entends là, mais tu nous entends là? Ah, super, parfait. Donc, effectivement, le problème est que tout a été inversé et en fait, on se retrouve avec une délégitimisation de la vérité. La vérité n'a juste plus de place. Il n'y a qu'un narratif. Et ce narratif, en fait, est imposé comme étant une réalité. Or, ce n'est qu'une opinion la plupart du temps, comme le sieur Reichstadt qui s'autorise à exprimer des opinions, comme tout un chacun, mais qui lui n'est pas censuré, c'est intéressant à noter. Par contre, ceux qui expriment des vérités, ceux-là sont coupés, ceux-là sont bannis socialement, ceux-là sont tués socialement ou professionnellement, comme Chloé ou Jean-Jacques ou tant d'autres, ou Thierry. Et donc c'est là où il est très important et très intéressant d'explorer une autre manière de faire les choses, à savoir s'organiser ensemble et se dire qu'est-ce que l'on peut faire ensemble. Parce que on a pu l'observer, on va en parler, on a pu l'observer ces derniers jours, comment est-ce qu'on s'est organisé pour relayer une campagne de financement participatif pour aider Thierry Casanovas. On a vu l'envergure que ça a pris. Ça a été comme un feu de brousse. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent mais pourquoi vous avez fermé la cagnotte? On veut aider. Comment on peut aider? Donc en fait, la bonne volonté est là. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour s'organiser ensemble, pour passer avec des actions qui soient fortes et efficaces, pour passer en fait à un autre niveau où on ne réagit plus. Au contraire, c'est nous en fait qui donnons le là. Donc c'est un petit peu la genèse de cette émission et donc c'est quelque chose qu'on va faire tous ensemble. Ce n'est pas une émission à consommer de manière passive parce que c'est intéressant, non. C'est le but, ça va être de passer à l'action ensemble. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport à la cagnotte de Thierry. C'est un exemple en fait de quelque chose qu'on essaye de mettre en place nous tous et puis d'autres sur en fait l'idée c'est de vraiment créer une synergie entre les influenceurs, les lanceurs d'alerte, les médias alternatifs, parce qu'à nous tous, ensemble, si on arrive à relayer des campagnes comme ça, des campagnes de communication, des campagnes de soutien, des campagnes de financement participatif, par exemple, sur certains projets, mais à nous tous, en fait, on représente un réel contre-pouvoir médiatique, mais on a une puissance illimitée presque. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui donne du pouvoir, en fait, à l'État, au gouvernement, aux grands puissants, enfin aux mondialistes, etc., bah, c'est le fait de contrôler les médias mainstream. Et vous regardez les médias mainstream, c'est la pensée unique, c'est le même discours sur toutes les chaînes, sur tous les médias. Même Coluche le disait dans les années 70, déjà, il prenait plusieurs journaux, c'était les mêmes choses dedans. Et ça leur permet en fait, de manipuler les masses et de les amener exactement où ils veulent. Alors, la presse alternative, aujourd'hui, on est en termes d'audience, on est presque passé devant la presse mainstream. Donc, si on réussit à être ensemble et à travailler ensemble, mais on peut vraiment représenter un contre-pouvoir hyper puissant, quoi. Et justement, l'exemple de la campagne de Thierry, on n'était que quelques-uns à relayer. On n'était pas non plus, je sais pas, on devait représenter quoi, peut-être 5 ou 10%, même pas, de la presse alternative française, francophone. Et regardez le résultat, en 2 jours, la campagne, elle est montée à près de 100 000 euros. C'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. En 2 jours. Normalement, une campagne comme ça prend des semaines et des semaines avant d'atteindre des montants pareils. En 2 jours, 100 000 euros. Vous voyez la puissance que ça représente, cette synergie des médias. Donc voilà, c'est vers ça qu'il faut aller. Et vous avez aussi votre responsabilité dans votre rôle à jouer, en tout cas, c'est en partageant, en diffusant les vidéos, etc. Et en diffusant ces messages. Voilà, on est tous une grande équipe, en fait. On doit tous travailler ensemble. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Et donc là, l'idée, ce sera effectivement au-delà de la réinformation, disons, même si je pense que c'est pas fini en fait, parce que plus on creuse, plus on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on pensait comprendre. En fait, on n'a pas forcément bien compris encore tout ce qu'on a vécu ces 3 dernières années, disons au moins. Et là, l'idée avec ces émissions, c'est au-delà de juste l'aspect réinformation ou information tout court, c'est de proposer un passage à l'action et peut-être même systématiquement à la fin de chaque émission, il faut qu'à la fin, les personnes qui ont regardé, elles se disent bah là j'ai quelque chose à faire, je peux mettre en place une action et c'est pas juste je reçois quelque chose et puis j'ai mon cerveau qui est plein mais je sais pas quoi faire. Et je pense que ça va être très important de trouver à chaque fois un véritable passage à l'action à proposer aux auditeurs. Donc voilà, je pense que c'est le challenge de ces émissions. Et je rebondis aussi sur l'importance de se mettre ensemble et de se fédérer parce qu'on a vu, tu l'as dit Johan, en quelques jours, en 3 jours, il y a eu près de 100 000 euros qui ont été levés pour Thierry et ça sera la même chose pour chacun de nous. C'est-à-dire que si quelqu'un tombe, si quelqu'un a besoin d'aide, on est tous ensemble et on est beaucoup plus nombreux que nous 5 aujourd'hui à l'écran.
On est une vraie famille de résistants. Et même si vous avez les personnes qui sont publiques, et puis vous avez les personnes qui sont derrière, et elles sont encore plus nombreuses. Et s'il y en a un qui tombe, il y en a 10 qui reviennent. Donc ça ne sert à rien de nous éliminer, de nous saboter. On est de plus en plus nombreux. Et effectivement, cette idée de donner des idées d'action à la fin de chaque émission, je trouve que c'est très, très stimulant, très enthousiasmant. Par exemple, des signalements à la Mivilude ou d'autres choses très simples qui ne sont pas illégales, qui sont faciles à mettre en œuvre et qui ont toute leur puissance quand on est nombreux à le faire. Voilà, donc très, très contente de faire partie de ce projet. Jean-Jacques, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter aussi quelque chose, c'est que dans les brainstorming que nous avons fait ces dernières semaines, ce que je disais, c'est que mon prof d'épistémologie des sciences nous disait toujours, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Et quand on se souvient que théoria en grec, ça veut dire la contemplation, c'est-à-dire être capable de regarder, d'avoir une vue d'ensemble des phénomènes pour pouvoir justement choisir les actions les plus efficaces. Et une des composantes de cette émission, On fait quoi maintenant? Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de reprendre du service dans des émissions, puisque, comme vous le savez, j'ai arrêté mes conversations du lundi, j'ai arrêté l'info en question, je ne participe pas à Libérer l'info, même si mon cœur est tout à fait avec l'équipe. Mais c'est parce que nous voudrions apporter un point de vue méta. Vous voyez, méta, c'est en grec de nouveau, ça veut dire au-delà. C'est prendre une vue d'ensemble, justement pour bien comprendre quels sont tous les tenants et les aboutissants de ce que nous subissons et de ce que la population subit depuis maintenant des années et des années, mais de façon encore beaucoup plus précise depuis 3 ans, depuis le déclenchement de cette pseudo-pandémie de Covid-19. Et donc, en prenant ce point de vue méta, ça va nous permettre justement à chaque fois de regarder, ben tiens, il y aura une émission, on va parler tout de suite des thématiques des émissions qu'on a déjà retenues. S'il y a une émission sur les fact-checkers, sur le phénomène de fact-checking, ce qui sera intéressant, c'est pas nécessairement de faire de la réinformation, ni de contredire les fact-checkers, mais c'est de regarder qui finance les fact-checkers, pour qui, à qui profite le crime, etc. Même chose en ce qui concerne les médias. Lorsqu'on fera une émission sur les médias, on va se poser la question, mais qui sont les personnes en arrière-scène qui tirent les ficelles pour justement mieux comprendre d'où viennent les actions, d'où viennent les commandes d'actions contre les populations. Je vous rappelle que qu'ils sont en guerre contre les populations, et ça nous permettra d'autant mieux de cibler nos actions pour saboter le plan des globalistes, le plan des mondialistes, le plan je dirais, de mise en esclavage à travers un gouvernement mondial. Mais je pense que c'est vraiment en comprenant cette vue d'ensemble que nous serons capables de mieux choisir les actions que nous allons poser et de mieux comprendre aussi pourquoi nous allons poser certaines actions. Voilà ce que je voulais rajouter. Et en parlant des actions qu'on va proposer en fait à l'auditoire, enfin aux gens qui nous écouteront de mener, l'idée ça va être de vous faire participer aussi. Ça va être de vous mettre à contribution pour nous proposer des idées d'action, des idées de solutions et de travailler tous ensemble. Nous, on est là, on est un petit peu votre porte-voix en fait. Mais l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble de manière démocratique et on va mettre en place très prochainement des outils qui permettront en fait, qui vous permettront à vous tous de pouvoir proposer des choses et de voter sur les propositions des autres. Et au final, les propositions les plus populaires seront mises en avant. Et nous, on fera le relais de ces propositions pour vous inviter à agir à chaque émission qu'on fera dans cette série d'émissions. Et voilà, cette série d'émissions, au final, c'est pas notre émission à nous 5, à Kina aussi, qui travaille avec nous, qui sera là dans d'autres émissions, et puis les autres intervenants. C'est nous tous, en fait. C'est nous, vous. Et l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble. Parce que pour avancer, pour aller vers autre chose, mais il est temps que les gens, de manière générale, arrêtent d'attendre dans leur canapé. Je ne dis pas que tout le monde le fait, mais voilà, globalement, il est temps que tout le monde
s'y mettent en fait et travaillent ensemble pour trouver les solutions, pour agir appliquer ces solutions. Et voilà, le monde, il évoluera pas si on attend, en fait. Si on attend qu'il y ait un sauveur qui vienne changer les choses à notre place. Ça ne viendra que d'en bas, c'est-à-dire nous tous. Et nous tous, il va falloir se bouger, quoi. Voilà. On est vraiment à un croisement des chemins et ça me fait penser au. Enfin, c'est quelque chose qui m'a vraiment structuré, c'est qu'en chinois, le mot crise se dit wei ti, wei qui veut dire euh, danger et ti qui veut dire opportunité, dynamique. Et en fait, une situation de crise, c'est une situation de grand danger. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte le fait qu'il y a quelque chose qui a changé et qu'on continue à faire comme avant, c'est très, très dangereux. Si en revanche, on prend la mesure de la nouvelle situation et qu'on réalise qu'il y a des nouveaux paramètres et que peut-être qu'on a besoin de se comporter différemment, peut-être qu'on a besoin de faire de nouvelles alliances, c'est-à-dire de collaborer avec des gens avec qui on n'avait jamais collaboré avant, mais en fait, ça peut devenir ça peut devenir une opportunité sans précédent pour mettre en place en fait un nouveau paradigme qui correspond à finalement ce que l'on voudrait. Alors qu'avant la crise, il n'y avait pas de moyen de changer la situation parce que c'était en place. Là, il y a tellement de choses qui ont changé que finalement, si on adopte les bonnes actions et si on n'est pas forcément en réaction dans le sens de j'appuie sur un bouton et ça réagit. Non, non. En fait, on prend la mesure de ce qui se passe et de par notre intelligence autant individuelle que collective, on décide de prendre une action mesurée, une action juste et surtout une action qui nous amène des résultats. En fait, c'est une opportunité formidable. Et donc, c'est là, en fait, où face au déferlement totalitaire et surtout à cette technocratie qui est en train de se mettre en place avec des codes, avec des technologies de plus en plus sophistiquées, avec notamment l'intelligence artificielle, etc. Et puis l'introduction de la dimension du gouvernement en fait qui utilise toute cette technologie, ces consortiums en fait techno-gouvernementaux. En fait, nous, de par notre nombre et de par notre diversité, au lieu de s'écharper sur ce qui nous différencie, au contraire, lorsqu'on commence à réaliser que c'est une immense richesse que nous soyons tous différents, mais que nous ayons tous le même intérêt en commun, la vie, eh bien, ça devient une opportunité énorme de faire un contre-pouvoir à cette intelligence artificielle et à tout ce qui s'ensuit comme technocratie qui est autorisée grâce à ce genre de technologie pour en fait développer notre intelligence collective. Donc c'est plutôt formidable comme époque pour peu en fait qu'on assume notre part de responsabilité dans tout ça. Ok, merci Aïssam. Écoutez, on va vous présenter un petit peu les sujets qu'on a prévus pour l'instant. Ça va évoluer par la suite. Il y a certainement des idées qu'on n'a pas encore eues et puis aussi des idées que vous allez pouvoir nous proposer. Hein, ça pourra donner des nouvelles émissions en fonction de vos propositions aussi. On a prévu en fait déjà une bonne dizaine d'émissions qui vont arriver dans les prochains mois. Donc, je vous les mets à l'écran. Donc, Jean-Jacques, tu veux peut-être commencer? Je crois que sur la première partie, tu étais assez intéressé pour, Oui, pour parler de oui, ces oui. sujets-là. Oui, tout à fait. Effectivement, on s'était dit que ce serait intéressant de faire une émission sur les sectes et tout ce mouvement anti-secte incarné en France par l'ADFI, l'Association de défense des familles et des individus. Plus tard, il y a eu la création de la MIVILU, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Il y avait une association beaucoup plus ancienne qui était le CCMM, le Centre sur le contrôle de la manipulation mentale. Mais il y a aussi des institutions en Belgique, l'Observatoire des sectes. Il y a une institution aussi au Québec, qui est aussi une espèce d'observatoire des sectes en Suisse aussi. Et on avait vraiment envie, dans cette émission, de montrer un peu quelle est la logique qui sous-tend cette mouvance et cette chasse aux sorcières, cette mouvance anti-secte qui, en tout cas,
en francophonie a démarré suite à l'assassinat des membres de l'Ordre du Temple solaire, puisque à chaque fois, je répète que les membres de l'Ordre du Temple solaire ne se sont pas suicidés, il n'y avait pas de projet de suicide. J'ai été contacté par une dizaine de membres qui n'ont pas été assassinés, des anciens membres donc de l'Ordre du Temple solaire, qui m'ont confirmé qu'il n'y a jamais eu de projet de suicide collectif. Et donc, c'est un assassinat qui a été commandité par Charles Pasqua pour toute une série de raisons que je ne vais pas développer ici. Mais c'est à partir de là que tout ce qui était alternatif, tout ce qui était en faveur de l'autonomisation des individus dans le domaine de la santé, de l'alimentation, de l'éducation, des finances, etc., tout ça a commencé à être étiqueté secte. Maintenant, c'est étiqueté complotiste en plus, pour justement empêcher les citoyens de prendre leur vie en main. Donc ça, ce sera une première émission. La deuxième émission, si tu peux remontrer la liste, Johan, c'est une émission sur la iatrogenèse. Alors, de nouveau, c'est un mot qui vient du grec. Hein. Iatros, ça veut dire le médecin. Genao, en grec, ça veut dire engendrer. Donc, la iatrogenèse, ce sont les maladies qui sont engendrées par les traitements médicaux. Et je trouve que ça, on n'en parle vraiment pas assez, alors que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Je me souviens qu'au début des années 80, un de mes livres de chevet, c'était Némésis médicale de Ivan Illich. Et ce livre établissait déjà à l'époque le fait que la médecine était la troisième cause de mortalité dans le monde au niveau des pays civilisés, donc au niveau des pays riches. On ne parle pas des pays en voie de développement, des pays pauvres, etc. Dans les pays riches, à l'époque, la médecine était la troisième cause de mortalité dans le monde, que ce soit des erreurs médicales, que ce soit les effets secondaires des médicaments, les effets secondaires des vaccins, que ce soit les maladies nosocomiales que les gens chopent lorsqu'ils vont à l'hôpital, etc., etc. Je peux me permettre une parenthèse. La Vas-y. première et la seconde cause, c'est les maladies cardiovasculaires et les cancers, qui Oui. sont, selon moi, elles-mêmes des conséquences indirectes, directes ou indirectes de la troisième. Donc au final, voilà. C'est exactement ce que j'allais dire, Johan, mais tu vois, nous sommes très complémentaires. C'est qu'aujourd'hui, en regardant que finalement les maladies cardiovasculaires et les cancers deviennent de façon de plus en plus claire les conséquences de ces injections anti-Covid, on pourrait dire que la médecine maintenant est passée en première position comme étant la première cause de mortalité dans le monde civilisé, dans le monde développé, industriel, enfin, je ne sais pas comment il faut l'appeler. En tout cas, j'ai l'impression parfois que nous sommes dans un monde complètement sous-développé. Et c'est intéressant de voir que pendant ce temps-là, nos opposants allument des feux, des contre-feux, en attirant l'attention du public sur la naturopathie, sur l'homéopathie, etc., en disant à quel point ces gens sont extrêmement dangereux. Hein, j'ai connu ça aussi parce que je défends depuis des années le docteur Hammer, qu'on accuse d'avoir été responsable de plusieurs centaines de morts, mais on ne compte pas les dizaines, les centaines de milliers de morts provoquées par la médecine allopathique. Ça, on n'en parle jamais. Donc ça, ce sera une émission, je pense, très, très intéressante. Et la troisième émission, je serai aussi le co-animateur de cette troisième émission, sera consacrée à la vision pasteurienne de la maladie, c'est-à-dire cette vision qui considérait que, ou Pasteur considérait que les maladies venaient systématiquement de l'extérieur et que les coupables de la maladie venaient des virus, des bactéries, des champignons, etc. Parce que dans sa vision des choses, dans son paradigme, le corps humain et les cellules étaient normalement tout à fait dénués de microbes et que donc la maladie ne pouvait venir que de l'extérieur. D'où,
avec cette vision pasteurienne, évidemment, toute la croyance dans les pandémies, alors que plus j'avance dans mes recherches, ça fait quand même 35 ans que je m'intéresse à l'épistémologie de la médecine, eh bien, moins je suis convaincu même de la réalité d'une pandémie. En fait, ce que je dis aujourd'hui, c'est que jamais aucune pandémie n'a existé dans l'histoire de l'humanité, en tout cas provoquée par des virus ou des bactéries. Par contre, oui, il y a eu quelques pandémies qui ont été provoquées par des conditions d'hygiène absolument désastreuses. Il y a des pandémies qui ont été, comme la peste noire, qui a été provoquée. Il y a des auteurs très sérieux qui attribuent ça à des pollutions liées à des passages de comètes dans l'atmosphère et qui ont décimé des populations entières à cause de cela. Mais on cherche toujours la moindre preuve de la culpabilité des virus. Donc, ce sera très, très intéressant aussi de développer cette thématique avec mes collègues. Et maintenant, je passe la parole aux autres pour continuer la présentation des autres émissions. Voilà. Tu parlais de pandémies qui n'ont pas été à l'origine, provoquées par des virus. Par contre, on a eu récemment, et puis pas que récemment, il y a 10 ans aussi, on a eu des belles pandémies qui ont été provoquées par les médias. Qui sont beaucoup plus puissantes que les virus, d'ailleurs, pour provoquer ces pandémies. D'ailleurs, Jérémy va nous en parler, parce qu'on a prévu aussi une émission sur les médias, ce qui va être très sympa. Ouais, alors c'est pas moi, je crois pas que je l'animerai, c'est là, enfin quoique, on sait pas trop encore. Ça sera effectivement sur les pouvoirs médiatiques. Ah, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Pouvoir médiatique, rôle, acharnement, influenceur. Il y aura Akina, qui n'est pas là ce soir, mais qui sera un des co-animateurs de l'émission. Par contre, moi, je parlerai avec Jean-Jacques de la suivante sur les fact-checkers, les zététiciens et leur lien avec le pouvoir et les médias, effectivement. Donc, c'est deux sujets assez qui collent un peu l'un avec l'autre. Et c'est des sujets fondamentaux, parce que on a ces personnes qui sont là pour forger l'opinion, enfin en tout cas d'essayer de le forger, ça marche de moins en moins, mais n'empêche qu'ils sont toujours là, ils nuisent toujours. Et bon, quand on commence à fouiller un peu, effectivement, on a tendance à se rendre compte qu'ils ne sont pas là pour rien, et leur voix n'est pas portée dans tous les médias par hasard. Ce n'est pas des coïncidences. Voilà. Donc ça va être des sujets très très intéressants. Et après ça, donc c'est Aïssam, je vais te laisser lire l'émission qui va suivre. C'est ça, en fait, tout est lié et ce sera juste des éclairages différents. Donc, il y aura également une émission sur la justice, sur la fiscalité, sur comment est-ce que tout ça peut être utilisé comme outil d'acharnement sur un individu et comment est-ce que ça devient une arme littéralement du système. Et là où on nous fait croire qu'il y a un système de justice, en fait, c'est juste un système de justice institutionnalisé afin de maintenir l'injustice, afin de maintenir un écart entre ceux pour qui plutôt la justice n'a aucun effet, et puis les petites gens qui au contraire doivent se soumettre, doivent se plier en fait aux injonctions d'un système qui est par essence en fait, qui est structurellement injuste, et on nous fait croire que c'est ça la justice. Donc voilà, on explorera ça également, et il y aura un certain nombre d'autres thèmes autour de ça, dont le suivant qui sera celui de l'illégitimité du système, justement. Ouais, l'illégitimité du système, c'est pas facile à dire, pardon. On aura un intervenant qui va venir, un ou plusieurs d'ailleurs, pour parler de sujets dont certains d'entre vous ont certainement entendu parler, dont j'ai un petit peu parlé sur la chaîne Quartier Libre il y a 2 ans, sur la fraude du nom légal, sur pas mal de choses qui tournent autour de l'illégitimité, je vais y arriver, du système. Et sur énormément de lois au final qui n'ont pas lieu d'être, et sur lesquelles on doit répondre, on doit se défendre en fait, parce que la seule chose qui les rend légales, la seule chose qui leur donne une légitimité au final, c'est notre consentement. Et plus on est nombreux à consentir, et plus ces lois totalement illégitimes prennent sens en fait. C'est-à-dire qu'elles n'existeraient même pas si les gens disaient bon bah non, désolé, ça m'intéresse pas ton... Voilà. Donc il y a un sujet qui est assez important qu'il va falloir aborder dans cette émission, et je pense que c'est un sujet qui est quand même central sur pas mal de choses. Donc voilà, ça va être intéressant. Et on va avoir aussi une autre émission sur... On enchaîne avec la censure, hein. C'est ça, ouais. Johan?
la censure, le shadow ban, le fait d'être invisible, le fait de perdre des abonnés, le fait d'être démonétisé pour les personnes qui monétisent leur chaîne, le fait d'être exclu de YouTube ou de Facebook, par exemple, ou d'Instagram. Donc, on va déconstruire tout ça, on va explorer un petit peu quels sont les mécanismes, qu'est-ce qui permet aux grandes plateformes, des GAFAM, de nous invisibiliser, de nous cacher et cacher nos informations, nos travaux. Je parle de nous au sens large, hein, toutes les personnes qui alertent et qui font des recherches sur les faits qui ne sont pas développés dans les médias officiels, les médias mainstream. Donc, comment se met en place le phénomène de muraille autour des informations qui dérangent et comment déjouer justement cet obstacle, ce sabotage. On verra qu'il y a beaucoup de pistes. Ça, ce sera une émission aussi que je ferai avec Akina normalement. Et puis je crois que juste après, ce sera au tour de Aïssam de parler de l'arme climatique, des armes climatiques et autres géo-ingénierie. Mais je te laisse enchaîner, Aïssam. Merci Chloé. Effectivement, le thème que vous aborderez avec Akina est fondamental car comment prendre une action, comment passer à l'action si on est mal informé ou si on est désinformé? C'est impossible. Et c'est vraiment l'enjeu en fait de ces émissions qui restent sous un format bien sûr audiovisuel où on transmet de l'information mais dans le but de passer à l'action. Et un des sujets de désinformation majeurs avec lesquels on nous a littéralement pollué, c'est le cas de le dire, ces dernières années, c'est celle du soi-disant du fameux changement climatique. Moi-même, j'ai adhéré à cette thèse car j'ai un master en économie de l'énergie et du changement climatique de l'Université Paris-Dauphine. J'ai un master 2 dans le domaine. J'ai été à Copenhague pour la COP 15 à l'époque où on disait Copenhagen, last hope after Kyoto, qui c'était le dernier espoir après Kyoto. J'ai travaillé entre guillemets dans le domaine pendant plusieurs années. J'y ai cru à ce narratif. Car en tant qu'être humain, forcément, on nous dit attention, tu as des congénères qui vont mourir parce que ça va devenir des réfugiés climatiques. On a un cœur, on est humain. Donc forcément, dès lors que ça touche à une fibre sensible, eh ben on se met en action, on fait ce qu'on peut à notre niveau, que ce soit en ayant des ampoules basse consommation ou en faisant notre tri sélectif, on veut faire quelque chose. Donc moi, j'étais vraiment à un niveau d'investissement par rapport à cette question du changement climatique où ils ont vraiment réussi à me faire gober que c'était vrai. Pour vous dire, j'ai un diplôme que je pourrais vous montrer le jour de l'émission. Mais donc, c'est un sujet super crucial, celui de ce narratif autour du changement climatique, parce que, en fait, c'est un peu tout l'inverse. Peut-être que ceux qui veulent nous vendre leur narratif font tout, en fait, pour pouvoir justifier qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau climatique, mais pas pour les raisons qu'ils nous disent. Parce qu'il y a une chose qui est essentielle à comprendre, c'est que le carbone, c'est la vie. Le dioxyde de carbone, c'est la vie. Lorsqu'on respire, eh ben, on émet du dioxyde de carbone. Bref, on passera en revue sur le plan théorique pourquoi est-ce que il nous faut peut-être changer notre vision par rapport à ça, mais surtout qu'est-ce que l'on peut faire pour faire cesser l'hégémonie de ce narratif. Et Sam, je ne savais pas que tu. Ah, je voulais juste dire que je ne savais pas que tu avais eu ce passé-là. Moi, j'ai fait carrément un doctorat en recherche environnementale, ouais, à l'Imperial College à Londres. Ouais, donc, j'étais bien avancé là-dedans. Et j'ai aussi participé à la préparation de la COP 15 de Copenhague. J'ai fait une conférence à Copenhague 2 ou 3 mois avant. Il y avait une réunion préparatoire. Et donc, j'étais à fond dedans. Et j'ai découvert au milieu de la thèse que c'était une arnaque totale. J'ai quand même fini ma thèse, mais bon, j'étais en terrain ennemi, disons. Voilà. Donc, ouais, c'était marrant. Tu vois. C'est fou. Moi aussi, je devais faire une thèse CIFRE avec l'ADEME. Et à un moment, j'ai dit stop. Vraiment. Et j'étais à la COP 15. Moi aussi, je n'ai pas fait une conférence, mais j'étais le président à l'époque de l'association des étudiants du Master Énergie Finance Carbone, l'Université Paris-Dauphine. Et donc, j'avais amené toute une délégation d'une vingtaine d'étudiants. Et j'étais vraiment à fond. Donc, c'est marrant comment on se retrouve. Jérém, tu y étais en tant que docteur Diafoirus, c'est ça? Ça, c'est venu plus tard, docteur Diafoirus. Là, pour le coup, c'est la santé. Vidéo faite le 1er avril dernier. Un petit clin d'œil à Molière et à ce médecin du malade imaginaire. D'ailleurs, on a les mêmes aujourd'hui. Ça n'a pas changé. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Et beaucoup de gens, c'est ça qui est hallucinant, c'est que Molière décrivait déjà la médecine que l'on connaît toujours il y a 3 siècles avec une intelligence extraordinaire. Et c'est toujours d'actualité, donc je vous invite vraiment à revoir Molière. On a la même chose aujourd'hui.
Non, donc je suis docteur, effectivement, donc docteur en recherche environnementale de l'Imperial College de Londres. Et à l'époque, du coup, c'était vraiment sur les sciences environnementales et mon sujet, c'était les agrocarburants. Voilà. J'y ai cru au début. Excellent. Et ouais. Ouais. Et alors, du coup, le sujet d'après, ça sera donc. Alors, c'est Jean-Jacques, hein, peut-être que tu vas introduire ça, Jean-Jacques. Oui, si tu veux. Mais moi aussi, j'y ai cru au réchauffement climatique à l'époque où j'avais entendu Une vérité qui dérange de Al Gore. Mais j'ai eu la chance très vite de rencontrer des physiciens, puisque je suis physicien aussi, qui m'avaient dit, mais non, attends, la variation du climat, ça dépend du soleil, ça dépend d'un certain nombre de facteurs, mais le Certainement pas du CO2, ça CO2. n'a Voilà. absolument rien à voir. Voilà. Mais j'y ai cru moi aussi. Donc, et ce qui est intéressant, parce que je suis en train de lire un autre bouquin de Plaquevent, Pierre-Antoine Plaquevent, sur le globalisme et la dépopulation. Et il est très clair que le réchauffement climatique est un des prétextes aujourd'hui qui est avancé pour justifier un programme eugéniste de dépopulation, de réduction des populations. Donc, très, très clairement. Voilà. Donc, on a le même mouvement, juste pour finir, on a le même mouvement d'emprise sectaire, comme on a avec la secte apocalyptique covidiste. On a la secte apocalyptique climatiste et c'est les mêmes mécanismes, c'est à peu près les mêmes personnes derrière et ça marche. Oui. Ça marchait à tous les coups, ça marche de moins en moins. J'ai vu un article de je ne sais plus quel journal aujourd'hui qui disait que 4 Français sur 10 se disaient climato-sceptiques aujourd'hui, ce qui est énorme. Enfin, ça a fait x3 en quelques années, là. C'est un truc de fou. Donc, il y a un vrai mouvement qui est en train de se passer. Et c'est aussi pour ça qu'on peut passer plus facilement à l'action maintenant. C'est parce que les gens, pas mal de gens, finalement, malgré tout, se sont quelque part réveillés, sont sortis de ces emprises de courants sectaires. Bah, au final, le Covid aura joué un grand rôle là-dedans. Hein. Absolument. Ouais, merci. Oui, moi qui me suis battu déjà contre la pseudo-pandémie de grippe H1N1 en 2009, je peux vous dire que ça fait reculer la confiance dans la vaccination pas mal à partir de 2010 parce que les gens se sont rendus compte à quel point on essayait de les pousser vers la vaccination sans aucune raison puisqu'on ne voyait personne mourir autour de nous. Bon, cette fois-ci, ils ont été plus subtils puisqu'ils ont créé une pandémie de tests. Mais voilà, mais ça ne dure qu'un temps, ce genre de choses. Hein. Les gens commencent à parler de plus en plus. En tout cas, autour de moi, je peux vous dire que des gens se réveillent de plus en plus, même des gens totalement non informés. Voilà. Bon, alors, l'émission suivante, je ne sais plus comment ça s'appelle. La science qui est remplacée par la technologie. Qui est remplacée par la technologie. Ensemble, voilà. La numéro 10. Voilà. Et donc là, il y aura beaucoup de choses à dire de nouveau parce que c'est vrai qu'il y a une perversion de la science et ça, c'est une de mes spécialités d'ailleurs, puisque après avoir fait des études en sciences physiques et un début de doctorat dont j'ai donné la démission, j'ai refait des études en philosophie pour me spécialiser en philosophie des sciences, hein, ce qu'on appelle l'épistémologie des sciences. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en 40 ans, j'ai observé une dégradation, une dérive de l'éthique scientifique dans tous les domaines. Mais je dirais que le domaine qui a le pompon aujourd'hui de la dérive, c'est le domaine biomédical. Ça, c'est très, très clair. Et cette science est de plus en plus dévoyée et de plus en plus au service du mensonge. Donc, il est de plus en plus difficile, même pour les professionnels, de distinguer aujourd'hui des bonnes études, c'est-à-dire des études qui sont fondées sur les principes de la recherche scientifique, et les études qui sont commanditées par des liens d'intérêt, par des milliardaires, par des compagnies extrêmement riches, qui ont tout intérêt à faire passer des fausses informations pour légitimer des programmes de vaccination, des programmes de lutte contre le réchauffement, etc. Mais derrière tout ça, il y a une substitution aussi de la démarche scientifique vers la technologie. Et donc, il y a de plus en plus de confusion entre science et technologie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on croit que la médecine est une science, alors que la médecine n'a jamais été une science. Mais comme la médecine est de plus en plus
aidé par la technologie, on a l'image de la médecine comme étant une science, alors que ça n'a jamais été cela. Et derrière tout cela, évidemment, il y a le courant transhumaniste qui est en train de se préparer et le système de contrôle social à la chinoise. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Chloé. C'est tout à fait ça, et ça se précise de plus en plus. Rien que Yuval Harari, notre transhumaniste préféré, ou presque, nous disait il y a peu de temps que la science n'avait rien à voir avec la vérité, mais qu'elle était histoire de contrôle. Et on voit bien que c'est l'une des méthodes, non seulement pour nous digitaliser, avec des projets transhumanistes, hein, c'est des choses qui sont totalement officielles, qu'on peut trouver sur le site de GESDA d'ailleurs, qui a son siège à Genève, mais aussi pour nous contrôler, nous surveiller. D'ailleurs, Bill Gates l'a dit aussi dans son bulletin de 2021, sur son blog, que le Covid-19 avait été un test de gouvernance massif. Donc il ne s'agit plus ni de science ni de médecine, mais bien de contrôle. Et on va un petit peu creuser ces aspects-là en donnant effectivement aussi des pistes de solutions pour ne plus se laisser avoir. Et justement, en parlant de ne plus se laisser avoir, je crois que le sujet suivant sera l'ingénierie sociale, justement, la manipulation mentale qui permet à ces gens-là de contrôler les cerveaux de ceux qui leur font encore confiance. Et on a vécu là, ces 3 dernières années, des exemples flagrants de comment l'ingénierie sociale, c'était quelque chose... En fait, pour le coup, je dirais qu'il y a une vraie démarche scientifique avec une expérimentation sur les gens et des leçons qui sont tirées de l'expérimentation, des résultats qui sont analysés, et derrière des cabinets de conseil américains qui connaissent très très bien l'ingénierie sociale et qui voient comment l'appliquer sur des peuples européens et, ou nord-américains, enfin du monde occidental, disons. Donc on a cette ingénierie sociale qui se développe et qui risque de devenir, j'ai envie de dire, le très très gros sujet des prochaines années. Et donc ce sujet, de l'ingénierie sociale sera traité par Akina avec donc la biopolitique et le biopouvoir, comme vient de le dire Chloé. Et juste après, il y aura un sujet fondamental aussi sur l'éducation. Donc là, pour le coup, c'est Jean-Jacques et Johan. Donc, a priori, oui. Mais oui, c'est vrai que c'est un gros sujet, l'éducation. On va parler de l'évolution de l'éducation dans ces dernières décennies, ce que c'est devenu aujourd'hui, le rôle de l'éducation et surtout quelles sont les portes de sortie de ça. On va parler d'IEF, on va parler de pas mal de choses et des freins aussi que l'État met en place pour verrouiller tout ça, hein, parce que ils ont tout fait pour faire en sorte que 100% des enfants soient dans le système éducatif, que 100% des enfants, que les familles n'aient plus vraiment le temps d'éduquer leurs enfants et donc soient obligés de déléguer toute l'éducation au système éducatif. Et on va voir que ce système éducatif, il n'est pas forcément là que pour notre bien. Jean-Jacques connaît très bien le sujet. Et oui, ouais, vas-y. Oui, et pas plus tard qu'hier, je voyais un post passé sur Telegram, sur Twitter, je ne sais plus, qui reprenait toute une série de déclarations de responsables gouvernementaux qui répétaient tous avec des mots un petit peu différents, vos enfants ne vous appartiennent pas. C'est quand même extraordinaire, ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai entendu, alors je ne sais plus qui, parce que je n'ai pas pris note de cela, quelqu'un qui disait, rappelez-vous, chers parents, que les enfants vous sont prêtés par la nation pour que vous les prépariez à être des bons citoyens. Mais donc, vous n'êtes pas les propriétaires de vos enfants, ils sont les propriétaires de la nation et on vous les prête pour que vous fassiez leur éducation. C'est quand même extrêmement choquant d'entendre ce genre de choses. Et ici au Québec, je peux vous dire que depuis, en parallèle avec le Covid-19, ils n'ont pas perdu de temps sur le déploiement de la 5G, mais ils n'ont pas perdu de temps non plus sur un projet de loi qui est en train de passer, qui s'appelle la primauté parentale. Et tout le débat sur la primauté parentale, c'est que dès que les parents s'opposent à des mesures qui seraient imposées par le gouvernement, on leur retire de façon quasi automatique la garde des enfants et je dirais le pouvoir sur les enfants. Donc, en fait, des parents qui aujourd'hui
veulent protéger leurs enfants des programmes de sexualité pornographique qu'on leur impose à l'âge de 4 ans, à 7 ans, etc. dans les écoles, eh bien, sont considérés comme des mauvais parents à qui on pourra retirer la primauté parentale. Même chose pour le refus de vaccination et d'autres choses comme celle-là. Donc, c'est vraiment extrêmement grave et je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire dans cette émission-là. C'est clair. Et on va aussi parler on va parler Johan, d'économie. avant de Oui, passer au sujet suivant, je voudrais juste pardon, rebondir sur ça, vas-y. au sujet de l'autorité parentale. En fait, effectivement, les enfants ne nous appartiennent pas plus que notre voiture ou pas plus qu'autre chose, dans le sens où la vie est. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, comparer ça à une voiture, c'est pas juste, mais aucun être humain ne peut nous appartenir. Dans ce sens, c'est vrai. Sauf qu'il dévoie encore une fois le discours en disant vos enfants ne vous appartiennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Et c'est faux, en fait. Parce que ce dont ils font preuve, en fait, c'est de l'autoritarisme et non pas de l'autorité. Il y a une autorité parentale, mais c'est une autorité qui est naturelle. Toute autorité qui n'est pas naturelle et qui s'impose ou qui empêche ou qui oblige n'est pas une forme d'autorité, c'est de l'autoritarisme. Et c'est là où c'est hyper important de faire preuve de discernement. On nous oblige, par exemple, à prendre une assurance pour notre voiture. Donc, pas nous obliger individuellement à faire quelque chose qui va contre notre nature. Donc, c'est ça qui est vraiment pernicieux et qui correspond encore une fois, bref, tout est lié, mais à cette ingénierie sociale, à toute cette manipulation par les médias, voilà, bref, c'est vraiment très, très pernicieux et c'est là où il est vraiment très important non seulement de prendre conscience de la fraude, de la tricherie, de la tromperie qui est en train d'avoir lieu, notamment avec nos enfants, et surtout de passer à l'action. Donc, ça va être un sujet très important. Ouais. Et juste, j'enchaîne sur le dernier sujet. En tout cas, dans ceux qu'on a pour l'instant prévus, on va parler d'économie, on va parler de création monétaire, on va parler de l'usure, de l'argent-dette, et surtout, on va parler de comment sortir de ça, en fait, comment s'émanciper de cet esclavage par l'argent, et on va parler aussi des monnaies locales, on va parler des crypto-monnaies, on va parler de tous ces sujets-là, parce que finalement, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a ces monnaies qui nous rendent souverains, pour lesquelles ils ne peuvent plus nous tenir, en fait. Par exemple, pour financer des campagnes de soutien, comme celle pour Thierry, qui a eu lieu récemment, ou des campagnes de financement participatif pour lancer des projets. Parce que nous tous, en bas, il faut qu'on lance des projets, il faut qu'on finance ensemble des projets. Seulement, c'est des projets qui dérangent. Et ces projets qui dérangent, il suffit qu'ils appuient sur un bouton, le compte en banque est bloqué, et ils font ce qu'ils veulent, en fait. Alors avec la crypto-monnaie, par exemple, ils ne peuvent strictement rien faire. Voilà. Après, on va rentrer un peu plus dans le détail, parce que toutes les crypto-monnaies ne sont pas forcément viables, intéressantes. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est compliqué, mais je pense que vous tous, il va falloir commencer à vous intéresser à la crypto, parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de nous émanciper sur cette partie-là. Voilà. Et on a fait le tour donc, des émissions qu'on a prévues pour l'instant, que je vous raffiche à l'écran. Et, en fait, voilà, comme on disait en début d'émission ce soir, c'est que l'idée, ce n'est pas de faire de la réinformation, c'est vraiment de comprendre en fait tous ces mécanismes, tous ces outils qui sont utilisés par le système pour nous tenir en esclavage, et comment on peut en sortir, comment on peut aller vers autre chose, comment on peut s'émanciper, et surtout comment on peut trouver ensemble des solutions pour aller vers autre chose. Et pour ça, il va falloir que tout le monde passe à l'action et tout le monde se bouge en fait pour proposer des choses et pour les appliquer derrière. Et on a plusieurs exemples en fait ce soir à vous proposer de petites actions qui pourraient être menées, qui au final, faites par beaucoup de monde. C'est pas des choses très compliquées ni très impactantes, mais si c'est des centaines de milliers de personnes qui le font, au final, ça a un impact énorme. Comme par exemple, on va faire une série d'émissions autour de ces sujets-là. Si parmi vous, il y a des gens qui font du montage vidéo pour faire des formats plus courts, pour pouvoir les rendre virales, ça peut être hyper intéressant. On va essayer de le faire aussi de notre côté. En tout cas, vous tous, republiez, partagez, parlez-en. Voilà.
Et si quelqu'un veut parler de la suite, histoire que ce soit pas que moi qui parle, vas-y Jean-Jacques. Oui, ben, justement, avant qu'on parle des passages à l'action, etc., je voulais quand même rajouter deux choses, et Sam voulait le dire aussi, c'est que d'abord, il y aura beaucoup d'autres thèmes que nous allons traiter, hein, donc ça, il faut le dire que, bon, ça, c'est le programme qu'on s'était donné dans nos réunions préparatoires. Personnellement, certains parmi ceux qui nous écoutent ce soir savent que j'ai animé une émission mercredi tout seul, parce qu'on avait annoncé normalement que cette première émission se faisait mercredi. Et dans cette émission, j'en ai profité pour demander des suggestions de thématiques. Et il y a déjà une dizaine d'autres thématiques qui ont été proposées et que je trouve intéressantes. Donc, ça veut dire que on les a pas mises ce soir à l'écran, mais elles sont déjà enregistrées. Donc, en tout cas, vos suggestions sont déjà enregistrées. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et deuxième chose, par rapport aux émissions aussi, c'est qu'on veillera, quand ce sera possible, d'inviter un expert qui, justement, nous aidera à chaque fois à avoir cette vision d'ensemble, cette vision méta dont je parlais tout à l'heure, parce que nous n'avons pas la science infuse. Hein, c'est pas parce qu'on a ouvert notre gueule depuis 3 ans ou depuis des années qu'on est nécessairement les meilleurs spécialistes ou les meilleures références, mais en tout cas, nous serons à chaque fois 2 ou 3 animateurs avec un invité expert qui nous aidera justement à développer cette vision d'ensemble pour après voir quelles sont les actions. Et dernière chose que je voulais dire par rapport aux actions, c'est que effectivement, quand on pense à action, on pense nécessairement à des choses à faire. Et parfois, les actions les plus puissantes, ce sont des actions où on ne fait pas, où on ne fait plus. Par exemple, en ce qui me concerne, je, je ne consomme plus de médicaments de Big Pharma depuis 36 ans. Donc, ça fait 36 ans que je n'ai pas acheté une aspirine, un antidouleur, un antibiotique, un antidépresseur, un antipyrétique, etc. Rien de tout cela. Donc, je dirais que si nous étions beaucoup plus nombreux à apprendre à mettre en œuvre cette hygiène de vie que je suis depuis 36 ans. Ça ne se voit pas, mais je vais bientôt avoir dans quelques jours 62 ans. Eh bien, on ferait crouler aussi Big Pharma. Donc, des actions, ce n'est pas nécessairement des actions de lutte contre quelque chose. Il y a simplement à apprendre à vivre de façon beaucoup plus autonome et de façon beaucoup plus indépendante. Et ça, je pense que c'est important parce que parfois, quand on parle d'action, ça fait peur à certaines personnes, alors que ne pas faire, c'est aussi une action et parfois extrêmement. Je pense que c'est ça qui embête le plus l'élite mondiale actuellement. C'est quand on ne va pas dans un centre de vaccination pour aller se faire injecter, quand on ne suit pas les injonctions de porter le masque, quand on ne fait pas cela. Ça les enrage. Alors que quand on va manifester, ça, ils sont très contents. Ils ont des armes, ils ont des matraques, et là, ils s'en donnent un cœur joie. Mais quand on ne fait pas quelque chose, c'est là qu'on devient extrêmement puissant. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va développer aussi au fil des émissions. Voilà, j'ai parlé un peu trop longtemps, mais je voulais quand même faire ces précisions. Non, mais c'est important. Et moi, je prends l'exemple du masque pendant le Covid. Il y avait pas mal de monde qui allait manifester le samedi pour protester contre le port du masque. Mais si tous ces gens-là avaient juste arrêté de le porter le lundi en retournant au boulot, eh bien, en quelques jours, ça aurait été plié. Hein. Voilà. Tout à fait. Et encore une fois, il n'y a rien de directif dans ce qu'on vous dira. Ce sera des choses que vous choisirez ou pas de faire en fonction de ce qui vous parle. Donc, il n'y a aucune. Puis, de toute façon, toutes ces actions, on les décidera ensemble. Voilà. Nous tous, avec vous. Oui. Donc, c'est ça l'important. C'est pas notre émission à nous 5, nous 6. Je sais pas combien on sera dans cette émission. C'est notre émission à nous tous, encore. Je le répète, mais c'est important. Voilà, je Et crois on va pas tarder à conclure. Oui, on n'en a pas parlé, mais l'idée, c'est aussi de faire des émissions courtes. On va pas faire des émissions qui vont durer 2 heures, 3 heures, comme on a pu faire chacun dans le passé.
L'idée, c'est vraiment de faire des émissions. Jean-Jacques, Oui, Aïssam, on parle bien de toi. ouais, Aïssam, il a déjà fait des émissions depuis 8 heures, je pense. Responsable surtout. Voilà. Mais voilà, donc des émissions pas trop longues qui vont tourner autour d'1 heure. Et puis, on va vous proposer ensuite des formats plus courts. Voilà. Donc, si on peut aussi vous mettre à contribution pour nous aider à faire ces formats plus courts, eh ben, c'est le bien, ça sera d'une grande aide aussi. Et voilà. Et puis, par rapport à toutes ces émissions, on pourra aussi faire des appels à témoignages par rapport à la médecine allopathique, par rapport aux médecines naturelles, etc., des expériences que vous avez eues. Enfin, voilà. Donc, tout ça, on vous en parlera en temps voulu. Et puis aussi nous proposer des sujets d'émissions auxquels on n'aura pas forcément pensé. Voilà. Et dans les choses qui peuvent être intéressantes à faire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément au courant qu'au niveau local, qu'il existe des collectifs de gens qui se retrouvent sur le terrain pour agir, pour aller vers l'autonomie, pour aller vers, sur plein d'aspects, dans l'éducation, sur plein de domaines. Et en fait, il y a un regroupement de collectifs qui s'est mis en place, qui a plus de 90 collectifs qui organisent en fait des rencontres. D'ailleurs, il y en a une, alors j'ai plus les dates, je vais vous l'afficher je vais vous afficher une petite vidéo après. Et c'est le type d'action qui peut être intéressante à mettre en place. Et c'est aussi notre rôle à nous qui pouvons diffuser ces informations à une audience assez large, de vous les présenter. Parce qu'il y a un gros problème aujourd'hui, il manque quelque chose d'important, c'est le pont qu'il y a entre tout ce qui se passe sur le terrain et les médias. C'est-à-dire que les médias alternatifs n'ont pas forcément connaissance de ces choses-là et n'en parlent pas suffisamment. Et c'est des choses qui permettent à chacun d'agir et de se retrouver, en fait, de recréer le lien en dehors de l'écran et d'Internet. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Ce sera l'occasion de faire notre générique de fin, pourquoi pas. On pourrait vous dire déjà au revoir pour cette première émission 0 de lancement et vous quitter avec cette émission, avec cette vidéo. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu en penses, Johan? Qu'est-ce que vous en pensez? On va clôturer. On peut peut-être laisser un petit mot de la fin à chacun. Alors déjà, cette émission, elle a été un peu faite en freestyle. Mais voilà, c'est du live. Et en tout cas, on va vous retrouver très bientôt. On ne sait pas à quel rythme encore, comment les choses vont se faire, mais on vous communiquera toutes ces infos en temps voulu. Voilà. Jérémy, tu veux donner un petit mot de la fin? Non, on va vous retrouver progressivement pour les prochaines émissions. J'ai hâte d'animer ça avec les uns et les autres sur des sujets super intéressants. Donc, à très bientôt pour la suite. Ça marche. On se dit à très bientôt. C'est le début d'une nouvelle ère encore qui se réinvente grâce à ce qui nous arrive. Donc, merci aux événements, finalement. Ouais. Et peu importe ce que l'on fait, en fait, ce qui importe, c'est qui on est. Et ce que l'on fait à partir de qui on est, et non pas pour ce que l'on va obtenir. Et c'est vraiment la clé. Et c'est pour ça que tout ce que l'on est en train de vivre est une immense opportunité parce que plus que jamais, aujourd'hui, nous avons le devoir, en fait, de nous responsabiliser, de nous redresser, d'être intègre, d'être aligné, d'être juste. Et bien évidemment qu'on n'est pas parfait dans nos actions, mais on peut être parfait dans notre intention et c'est le début de tout. Alors moi, mon mot de la fin, c'est que je me suis rendu compte lorsqu'on a décalé la date de l'émission pour ce soir, c'est que aujourd'hui c'est la fête de Pâques, en tout cas pour les chrétiens. Et ce qui est intéressant au niveau de la symbolique de Pâques, c'est qu'on est passé par la mort le vendredi saint et on est aujourd'hui en train de célébrer la résurrection. Alors, j'espère sincèrement que cette série d'émissions On fait quoi maintenant aidera, oui, cette série aidera à une résurrection de la vérité, une résurrection du bon sens, une résurrection de la dignité, de l'intégrité des êtres humains. En tout cas, moi, c'est ça ma motivation à participer à cette série d'émissions. C'est de défendre le vivant, de défendre l'intégrité. Tout à l'heure, on disait que le CO2, c'est la vie. Ben, effectivement, mais il n'y a pas que le CO2 qui est la vie, il y a plein de choses qui sont la vie et que nous avons le devoir maintenant de respecter tous ensemble. Voilà. Donc, bonne fête de Pâques et à très bientôt.
Merci Jean-Jacques, merci tout le monde. Et je vous lance la petite vidéo que je vous invite à regarder et à vous y intéresser. Je vous mettrai aussi le lien en bas, en description sur la vidéo. Voilà, merci à tous, passez une bonne fin de soirée, on se retrouve très bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. De 80 collectifs se sont réunis pour proposer des actions synergiques. Parmi celles-ci, quel avenir pour le vivant, qui aura lieu du 29 avril au 1er mai 2023. Il s'agit d'organiser des rassemblements autour d'un thème d'importance majeure, la résilience. Être résilient et assurer sa propre autonomie individuelle, c'est s'émanciper individuellement du système que l'on subit tant que l'on en dépend. De nombreuses localités s'organisent déjà pour mettre en place les réseaux capables d'assurer nos besoins fondamentaux. Le saviez-vous ? Mais il reste encore tant à faire. Cet événement est un week-end de lancement pour un mouvement synergique pérenne destiné à faire se rencontrer les acteurs locaux pour partager, pour réfléchir à des solutions et des outils en termes de résilience. Sanitaire, énergétique, scolaire, éducative, alimentaire, écologique et même personnel et spirituel. Parmi les objectifs, permettre aux acteurs locaux de se rencontrer et s'organiser et favoriser la responsabilité individuelle afin que chacun d'entre nous, puisse assurer sa propre résilience. Et tout ça dans la joie et le partage. Cet événement se veut sans frontières, il appartient à chacun de se l'approprier et bénéficier d'une communication commune et massive pour en faire la promotion. Pour créer un événement, il vous suffit donc de trouver un lieu pouvant accueillir du public, de choisir au maximum les dates préconisées pour agir en simultané et d'agir en synergie. Concrètement, vous pouvez aller sur le site www.la-synergie.org. Une fois dessus, vous avez accès à la page Carte des événements, qui vous permettra soit de déclarer une demande de partenariat, c'est un moyen de signaler si vous souhaitez organiser mais avez besoin d'aide, soit d'enregistrer votre propre événement. Pour l'enregistrer, il vous faudra remplir le formulaire détaillé. N'hésitez pas à utiliser le visuel commun, la fiche à remplir fournie sur le site. Il ne vous restera plus qu'à y indiquer la date et l'heure, le lieu de rendez-vous, ainsi que les ateliers et activités que vous pourrez proposer, mais également un moyen de vous contacter, n'oubliez pas. N'ayez pas la prétention d'organiser un événement trop grand. L'objectif est de favoriser les rassemblements et l'organisation locale. Et si vous ne pouvez l'organiser, mais que vous souhaitez participer pour rencontrer d'autres résilients près de chez vous, suivez attentivement cette carte qui va se garnir jusqu'au dernier jour. C'est à nous qu'appartient l'initiative d'incarner le changement que nous souhaitons voir s'opérer dans ce monde, parce que la résilience et la solidarité vont de pair. Informons-nous sur les initiatives en place dans nos localités afin de pouvoir les renforcer. Et parce qu'il n'existe pas de solution unique et ultime, incarnons le monde que l'on désire voir afin de le faire exister autour de nous. Adoptons ensemble l'esprit synergique.